il y a un tout autre signal que les Russes sont prêts à tout pour recruter des soldats venus d'Afrique. Oui, et c'est encore le Daily Beast qui en rapporte un exemple concret de l'Université fédérale du Sud à Rostov-sur-le-Don, c'est en Russie, près de la frontière ukrainienne. Plusieurs étudiants racontent que des responsables de leur université ont tenté de les persuader d'accepter une offre de l'armée russe ou du célèbre groupe Wagner, affirmant que les deux étaient prêts à payer entre 3 et 5 000 $ aux étrangers désireux de partir en guerre. La carotte et le bâton. Dans le même temps, certains responsables les ont avertis que le gouvernement russe pourrait leur refuser certains privilèges, notamment l'augmentation des frais de scolarité et l'annulation des bourses d'études. Merci Fanny. Voilà, quelques douzaines de soldats. Alors Pierre, les bras vous en tombent. C'est-à-dire qu'on se dit, mais jusqu'à quelle profondeur de mensonges, de crimes, de bassesse, de mépris du droit, etc., cet l'État poutinien va-t-il aller? Va dire, tous les jours, on en a des brassées. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce que vous avez montré. La Centrafrique, Vincent en parlera mieux que moi, ça fait assez longtemps maintenant que le groupe Wagner est implanté en Afrique, il a commis des crimes documentés. Vous avez des journalistes russes qui étaient venus enquêter sur Wagner, qu'on a retrouvés exécutés, bon, par qui on ne sait pas. J'ai une information que je n'ai pas pu recouper me disant que la langue russe serait en cours d'installation en Centrafrique comme seconde langue officielle. Et ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Fanny sur le recrutement de ces prisonniers, c'est que vous comprenez bien que pour pouvoir sortir des prisons de Centrafrique des prisonniers, il faut l'autorisation du gouvernement, des autorités et des autorités pénitentiaires. C'est pas Wagner n'a pas fait un mur, n'a pas fait péter le mur de la prison pour aller retirer ça. Donc ça vous dit l'état dans lequel se trouve la Centrafrique et l'état dans lequel le Mali est en train de glisser de la même façon. Mais parce que d'un mot, rappelons que la Centrafrique, la France y était intervenue au péril de la vie de ses soldats pour tenter de mettre un terme à la guerre civile et tenter d'instaurer un minimum de paix. Et puis, elle avait été chassée, d'une certaine manière, et la milice Wagner... Alors, juste pour terminer... Oui, tout à fait, non, vous avez raison. Non, mais c'était un élément de contexte. Oui, absolument, et Vincent pourra le développer. Mais juste un dernier renseignement de tout ça, ça dit quoi? Ça dit que Poutine a besoin encore de chair fraîche, que ça ne suffit pas, parce que pour qu'il soit réduit à aller dans des prisons africaines, sachant que, si vous voulez, il y a quand même en Russie un racisme anti-noir qui est très documenté par les étudiants de l'université Lubumba, qui a changé de nom, etc. Et enfin, ça fait très très longtemps que tous journalistes, on a ces témoignages. Donc ces soldats-là, africains, qui vont se retrouver au milieu de conscrits qui vivent dans des conditions épouvantables, en dehors du fait qu'ils vont se faire flinguer, et pas dans les conditions qui ont été décrites par Prigojine, fleur au fusil, dans un élan patriotique, pro-russe absolument extraordinaire, c'est absolument dramatique. Mais ça prouve encore une fois que Poutine a ce problème dont on va reparler, parce qu'il n'a pas les masses qu'il veut, et donc il est réduit aux expédients les plus sidérants. Et je vous donne la parole aux uns et aux autres, mais Pierre, d'un mot, il a ce problème alors même qu'on nous a annoncé 300 000 hommes recrutés lors de la dernière campagne d'enrôlement, et sur ces 300 000 hommes, 80-90 000 qui seraient déjà quasiment sur le front. Bref, la machine épuise les hommes et c'est sans fin. Voilà, c'est sans fin. Ça ne règle rien. Le Moloch russe mange ses enfants, va manger ceux d'à côté parce qu'il n'en a pas assez. Et tout dernier point, il faut bien comprendre que Wagner, le groupe Wagner de Prigojine, au début de la guerre, c'était 7, 8 000, 9 000 hommes tout mouillés. C'est 50 000, 60 000 aujourd'hui, essentiellement des repris de justice. Et juste un point, je ne sais pas comment tout ce drame va se terminer, mais qu'est-ce que vous croyez que les survivants de ces guerres, c'est-à-dire ces criminels, ces rebelles qui ont commis des crimes et qui seront armés, qu'est-ce qui va se passer après? Si la Russie s'effondre, si Poutine passe dans l'histoire pour être celui qui aura tué l'URSS, les restes de l'URSS une seconde fois, tous ces gars-là, survivants, armés,
Vous croyez qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont entrer dans les monastères une fois rendus à la vie civile en disant j'ai rencontré le Seigneur et je vais me consacrer à expier toutes mes fautes? C'est un mini-problème dans le problème général. Jean-Claude. En complément de ce que vient de dire Pierre, et évidemment que la Russie soit contrainte d'aller chercher des soldats africains, même en petite proportion, mais pour pouvoir faire sa guerre, c'est sidérant. Moi, j'ai deux observations, une juridique, l'autre politique. Une observation juridique, le droit centrafricain est très proche du droit français, est très proche et en principe suit le droit international. Il est interdit d'utiliser les prisonniers. Certes, ce sont des prisonniers de droit commun, de prendre des prisonniers, de les utiliser, même si on leur donne des primes. D'ailleurs, je précise que paraît-il qu'ils ne sont même pas corrects, qu'ils ne sont pas payés ou ne seront pas payés très rapidement. Donc là encore, on a une violation du droit de règles élémentaires du droit national pour ce qui est de la Centrafrique, mais du droit international, ça c'est le premier point sur le plan juridique. Et puis sur le plan politique, je suis surpris si cette information est confirmée que le président Macky Sall n'ait pas réagi. Pourquoi ? Parce qu'il nous a dit... Président de l'Union africaine, président du Sénégal. Et il a l'oreille de Poutine, paraît-il. Il a dit « Nous voulons rester neutres parce qu'il n'est pas question que nous suivions comme ça aveuglément. » Or, on constate deux choses. On constate qu'un des États africains participe directement ou indirectement à la guerre, c'est une chose. Donc ça implique finalement un peu l'Afrique d'une certaine manière. En tout cas, il a laissé faire. Il laisse faire. C'est pour ça que je parle de silence pour l'instant. Alors peut-être viendra-t-on nous dire qu'il a contesté, qu'il a demandé, etc. Et puis ça veut dire aussi qu'on concourt d'une certaine manière, et je rejoins ce que vient de dire Pierre là-dessus, on concourt au fait qu'on va continuer à déstabiliser l'Afrique parce que ces gens-là vont revenir, parce que ça veut dire qu'il y a une faiblesse des États concernés. Donc on a d'un côté, on dit, bon bah, il ne faut pas que les Occidentaux, en tout cas les Européens, restent, mais de l'autre côté, on va se mettre dans la gueule du lion parce que, effectivement, les choses ne peuvent pas très bien se passer. Donc je pense que politiquement, moi j'aurais attendu, et j'aimerais bien avoir une réaction d'un certain nombre de pays africains, au moins sur le principe, dénonçant la pratique. La Zambie avait réagi quand elle avait appris qu'un de ses ressortissants avait été... Eh bien, ça serait bien d'entendre le président Macky Sall, et si je parle de lui, c'est parce qu'il est le président de l'Union africaine, le président en exercice de l'Union africaine, de protester contre cette méthode, parce que ce sont encore des procédés qui vont continuer à déstabiliser l'Afrique tout entière. Donc ça ne sert à rien de nous dire l'Afrique c'est le continent, si de son côté, les dirigeants politiques africains ne disent pas haut et fort qu'ils s'insurgent contre cela. On ne peut pas être d'un côté neutre et de l'autre côté être à minima silencieux, être silencieux sur une situation comme celle-là, outre le fait que sur le plan humanitaire, sur le plan historique, vous vous rendez compte qu'on se dise qu'on demande à des Africains d'aller faire la guerre dans ces conditions, et on connaît tous le racisme anti-noir qui perdure depuis très longtemps en Russie. On se souvient d'un certain nombre d'épisodes où des jeunes étudiants ont été tués dans les universités. Des ratonnades, etc. Et personne ne dit rien. Je suis scandalisé. Oui. Isabelle ? Non, bien sûr, mais l'insécurité, elle est d'ailleurs pas seulement en Afrique, parce que Prigojine a recruté déjà visiblement 6 000 prisonniers. Pas seulement en Afrique, hein, mais dans les prisons russes. 6 000 prisonniers au passage, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe après ? Il se passe d'abord que ça augmente la quantité de crimes de guerre qui sont commis dans les villages en Ukraine. Ensuite, que vont faire ces gens, effectivement, quand les forces russes reflueront et qu'ils reviendront dans les régions russes? Il risque de se passer exactement ce qui s'était passé après la mort de Staline, quand Khrouchtchev avait ouvert les portes des goulags. Il y avait eu une énorme vague de criminalité en Russie. Donc c'est assez problématique. Ça l'est d'autant plus problématique, c'est qu'aujourd'hui on a un système, les forces armées en fait sont divisées en bandes depuis quelque temps. C'est-à-dire qu'il y a la bande de Kadyrov, le Tchétchène, la bande de Prigojine et de Wagner, il y a la bande des forces spéciales, il y a la bande de la garde nationale, et il y a aussi maintenant, puisque c'est nouveau, les bandes des gouverneurs, parce que Vladimir Poutine, quand il a décrété la mobilisation partielle, il a autorisé les gouverneurs, conseillé aux gouverneurs d'assurer eux-mêmes leur protection et leur défense
il voulait anticiper d'éventuelles réactions de la population. Alors vous avez toutes ces bandes en Russie qui ne sont absolument pas coordonnées de manière centrale, qui toutes obéissent à des objectifs différents, des traditions différentes, des cultures différentes, des hommes différents. Ça ne fait pas un corps d'armée très efficace. Si, quand le pouvoir, si un jour Vladimir Poutine s'effondre, qu'on s'apercevra qu'il n'y a plus d'État en fait en Russie, puisqu'il avait complètement monopolisé, avalé complètement l'État russe, et que toutes ces bandes, dont de nombreux prisonniers, se retrouveront en compétition. Je vous donne la parole, Vincent, mais regardez la dernière trouvaille de Wagner et de Prigojine pour continuer à alimenter, vous disiez 6000 prisonniers, mais ça continue. Et bien maintenant, on demande à ceux qui ont déjà été enrôlés de s'adresser à ceux qui vont les rejoindre dans les prisons. Venez, c'est formidable. Vous allez voir, c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Regardez cette séquence, ce sont des anciens prisonniers, désormais soldats, de Saint-Pétersbourg, qui s'adressent aux autres prisonniers. К7, Формосово, всем братьям нашим привет, всем ждем здесь. По своему опыту я через 5 месяцев стал командиром взвода, иду дальше по карьерной лестнице, захватываем новые территории, получаем медали, награждения, все это замечательно. Это незабываемое ощущение, когда тебя уже ты с медалями домой, я уже представляю себе эту картину. Поэтому, парни, всех ждем здесь, увидимся, словимся, удачи! Et voilà, les campagnes de recrutement façon Wagner, ils sont tous décorés, disait Pierre, ils ont tous la décoration. L'acteur est aussi mauvais que le preneur de sang. Un petit point d'histoire immédiate sur Wagner et l'Afrique. D'abord, je suis au regret de constater que la France n'a pas été chassée de Centrafrique. Elle a démonté hâtivement une opération d'interposition qui s'appelait Sangaris, et la nature ayant horreur du vide, et ce sont des Centrafricains qui me l'ont dit, y compris des gens proches du pouvoir pourtant très russophiles, eh bien, les Russes se sont engouffrés dans cette béance. Et de plus, la France a aidé Bangui à obtenir une dérogation sur un embargo pour les armes qui a permis aux éléments de Wagner, selon un schéma éprouvé, on fournit des armes, avec les instructeurs, avec les instructeurs, les mercenaires. Bon, donc premier point. Sur le cas du Zambien évoqué tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui, alors pour l'anecdote, était étudiant à l'Institut d'ingénierie nucléaire, oui, et il a quand même écopé d'une peine de 9 ans et demi pour un crime qui n'a jamais été explicité. Donc, on parle du trafic de drogue. Par exemple. Et enfin, dernier point, n'oublions pas que cette tournée qui est en train d'être accomplie, comme The Daily Beast le raconte, non seulement dans les prisons, mais qui sont à ciel ouvert, on s'échappe plus facilement d'une prison en Centrafrique que dans n'importe quel pays au monde. Mais ils font aussi la tournée des casernes où sont retenus les rebelles. Eh bien, ils récoltent là des types qui, pour certains, donc violeurs, assassins, on l'a dit tout à l'heure, mais ont aussi commis des homicides sur des membres de l'armée centrafricaine. Par exemple, eu un assaut dans une ville du sud-est du pays qui s'appelle Bakouma en avril dernier. Il y a eu entre 10 et 20 militaires centrafricains. Vous imaginez le désordre qui est le leur. Leurs protecteurs et leurs bienfaiteurs russes vont recruter des types qui ont fait tomber leurs frères d'armes. Et donc, au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a tout simplement un truc qui s'appelle une crise de la main-d'œuvre. Et que Wagner, à force de signer des contrats partout, du Mozambique à la Libye, de la Syrie à la Centrafrique, a besoin d'alimenter. Et alors, vous avez toujours des anciens, des unités spéciales russes pour l'encadrement, très bien. Mais le tout venant, les bifins, la chair à canon, on va les chercher jusque dans les bas-fonds. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre à l'instant T. Bon, dans un instant, on va parler du nucléaire. Parce qu'on découvre, on a beaucoup parlé de la dépendance au gaz russe, mais on découvre que la dépendance à l'uranium russe est toujours là. Est toujours là. On en parle peu, c'est sous le boisseau, mais nous, l'Europe, pour nos centrales nucléaires, nous restons dépendants, ça peut paraître incroyable, de l'uranium russe et le business continue, guerre ou pas guerre. Donc on va le dire dans un instant, mais puisqu'on parle de l'armée russe, je voulais simplement vous montrer que dans ce contexte de crise du recrutement, comme vous le dites, Vincent, il y a aussi une crise ensuite du comportement. Et vous vous souvenez de la fameuse ligne mise en place par l'Ukraine, rendez-vous, vous voulez échapper à la mort,
Vous voulez trouver une certaine liberté, appelez-nous et on va mettre en place les modalités de votre reddition. Eh bien, il se trouve que la BBC a pu enquêter sur les résultats, sur l'affluence sur cette ligne, et que visiblement, le nombre de soldats russes qui appellent SOS Ukraine pour se tirer de ce bourbier, eh bien, ce nombre de Russes est relativement important. La suite des indispensables avec vous, Fanny. Alors, ce fameux numéro vert, en quelque sorte, il ferait un tabac. Et oui, vous l'avez dit, c'est la BBC qui l'affirme. Son correspondant a pu se rendre dans les bureaux du service ukrainien concerné. Lequel service indique que 3500 appels ou messages sur des applications comme Telegram de Russes qui cherchent à se rendre ont déjà été reçus. 3500 en 2 mois et demi. Ces mêmes services évoquent un nombre d'appels qui peut aller jusqu'à 100 par jour, soit un tous les quarts d'heure en moyenne, en particulier le soir quand, après les combats, les soldats ont un peu plus de temps libre. C'est évidemment, David, impossible à vérifier. Et le chiffre serait en augmentation, toujours selon la BBC, depuis que les nouveaux mobilisés sont arrivés sur le terrain en Ukraine d'une part, et depuis le retrait russe de Kherson d'autre part. Oui, impossible à vérifier, vous l'avez dit, hein, il est probable que l'Ukraine gonfle un peu, évidemment, ces chiffres. Elle y a tout intérêt. Mais le journaliste de la BBC a eu accès à des enregistrements de conversations, des appels de ces soldats russes. Et oui, ce service chargé de ce numéro vert, entre guillemets, a même livré certaines de ces conversations avec ces soldats qui cherchent à se rendre. Par exemple, ce soldat russe que vous allez entendre, nous sommes au tout début de la hotline. Écoutez les questions qu'il se pose. СМС-ка пришла, говорит, если хотите сдаться, говорит, можете позвонить. Да, если хотите сдаться. Это куда надо вообще подъехать? Ну, если вы воюете, вы же где-то находитесь в каком-то регионе? Ну да. Ну, подъедете, как, или что, вы все заберете? Или... Подъедем. Я просто говорю, нужно понимать, вы в каком регионе находитесь, действительно ли вы хотите сдаваться. Для этого мне нужны ваши данные, вы сбрасываете. Яйца резать не будете, говорю? Но это ж вам только рассказывают, что там кто-то режет. Пленные возвращаются, регулярно мы отдаем на обмен. Поэтому никто никого резать не будет, не переживайте. А то мы так-то вообще особо не хотели сюда ехать. Приказом нас отправили. И вот думаем, что делать вообще. Même interrogation chez cet autre soldat de Moscou dont la BBC retranscrit les propos. Je ne comprends pas tout à fait ce que je dois faire quand les Ukrainiens arriveront. Me mettre à genoux? Je fais quoi? Comment je me rends? Et puis il y a ceux qui ne sont pas encore enrôlés, mais qui anticipent au cas où ils devraient partir au front. Écoutez. Я из России, город Москва. Я не получал повестки, но уже попытки были мне вручить ее. Как у вас есть какой-то совет, как мне быть в данной ситуации? Я не буду убивать украинцев. Первое, что вы сделаете, оформите заявку в нашем чат-боте, который так и называется «Хочу жить», бот в Телеграме. Вы, заполняя эту форму, как бы изъявляете желание, то есть демонстрируете нам информацию о том, что вы не хотите воевать против Украины, и таким образом эта заявка будет в обработке в системе. Un mot, David. Les autorités russes ont décidé de bloquer le site web de cette hotline sur le territoire russe mi-octobre. En revanche, elles n'ont pas la main sur les appels passés en territoire ukrainien. Merci Fanny. Pardon pour la faute d'orthographe. Les enfants, si vous nous regardez, l'infinitif tuer, ne prenez pas exemple, c'est T-U-E-R. C'est E-R, l'infinitif. Bon, là encore, quand même, c'est difficile d'évaluer effectivement, de prendre les informations telles quelles. Une centaine d'appels par jour. Enfin, visiblement, il y a quand même une demande du côté des soldats russes qui veulent éviter la boucherie. En tout cas, ou plus peut-être, Pierre. En tout cas, les Ukrainiens, évidemment, prennent cela très, très au sérieux. J'avais reçu il y a quelques semaines d'un combattant international dans l'armée ukrainienne comment dirais-je, les messages envoyés aux Russes pour leur donner des consignes sur le comportement à avoir, non pas dans ce cas de figure où là c'est à froid, entre guillemets, on leur donne des consignes, ils peuvent contacter, mais à chaud, au combat, quand il y a une proximité des lignes, où il y avait toute une checklist pour leur dire le type de comportement qu'ils devaient avoir, si possible, essayer de se rendre en unité, enfin pas 150 personnes, mais en petits groupes, avec leur officier,
que l'officier puisse se rendre. Des indications étaient données sur les armes, donc canon en bas, planté dans la terre, etc. Et donc toute une procédure d'identification de façon à ce qu'en face, les Ukrainiens ne tombent pas dans des pièges. Et vous savez que c'est ce qui a été évoqué sur l'histoire, les accusations russes d'exécution de soldats où on voit les cadavres au sol. En fait, il y a suspicion du fait qu'il y aurait eu reddition réelle ou fausse de certains combattants et que derrière, c'est le combattant russe qu'on voit avec une arme qui est fumante aurait tiré sur les Ukrainiens. Donc pour éviter évidemment ces pièges, il y a un process avec 2 numéros de téléphone qui étaient inscrits sur le truc et qui sont diffusés. Ça. C'est un côté irréel. Oui. Pardon, on ne connaît rien à la chose militaire, mais c'est un côté irréel d'imaginer des soldats qui posaient ce numéro sur leur téléphone pour dire « oui, je veux me rendre ». Mais visiblement, ça fonctionne. Durant la Seconde Guerre mondiale, les 2 camps envoyaient des tracts, et notamment les soviétiques, quand la Wehrmacht va s'effondrer à partir de Stalingrad, donc février 1943, le moral baisse. Et là, les bombardiers russes ne lancent pas que des bombes, ils balancent des tracts en russe et en allemand, avec, pareil, toute une procédure pour se rendre, pour aller dans les lignes russes, etc. J'ai eu en main ces documents, c'est assez... Et ça représentait beaucoup de soldats. C'est difficile à estimer, j'imagine. Vous dire, mais ce qu'il y a, c'est que la police politique russe faisait régulièrement des fouilles dans les pactages des soldats, et un tract comme cela trouvé dans un pactage, c'était l'exécution immédiate. Oui. La dernière partie moi, du reportage, c'est-à-dire la partie où en fait on voit les soldats, enfin d'éventuels futurs soldats russes s'en remettre à l'ennemi supposé pour savoir comment éviter la mobilisation et non pas des ONG, enfin il n'y en a plus en Russie, me fait penser à une histoire. À la fin des années 90, j'avais couvert une prise d'otage des Tchétchènes au Daghestan, qui est une république caucasienne, dans un village qui s'appelait Pervomaïskoye. Et les Russes étaient arrivés et ils avaient encerclé le village et ils avaient complètement tiré... il y avait les hélicoptères, les forces spéciales. Ils avaient donné l'assaut. Ils avaient donné l'assaut et c'était absolument abominable. Et les Tchétchènes avaient creusé des tranchées. Dans ces tranchées, ils avaient emmené les otages russes qu'ils avaient protégés. Et une fois que tout avait été quasiment rasé, les Tchétchènes avaient réussi en fait à trouer l'encerclement des Russes et à s'échapper. Ils étaient partis du côté tchétchène. Et les Russes, devant tant de sauvagerie du côté de leurs compatriotes, les soldats russes, et alors même que les Tchétchènes les avaient protégés, les otages russes, donc, avaient choisi de filer et de s'échapper et d'aller se réfugier en Tchétchénie avec les preneurs d'auteurs tchétchènes qui les protégeaient, plutôt que de se retrouver en face des soldats russes qui tuaient absolument tout ce qu'il y avait en face. Leurs compatriotes venus les sauver. Il y avait peut-être un peu de syndrome de Stockholm. Vraiment, non, en 3 jours, il y avait surtout la peur. Oui, la peur. Il y avait surtout la peur la peur de la façon dont on... Parce que les Russes tiraient sur tout le monde. C'est pas un secret que les forces russes considèrent que la vie des otages n'est pas un problème dans ce genre de cas. Il faut sévir, point barre, il faut donner l'assaut. Les preneurs d'otages tchétchènes et les otages. Oui. Ça me fait penser à ça. Très rapidement, que les chiffres soient gonflés par les Ukrainiens, c'est tout à fait probable. Je ne dirais pas que c'est de bonne guerre, parce qu'il n'y a pas de bonne guerre. Qu'il s'agisse aussi d'une opération visant à la fois à stimuler le mental des Ukrainiens et à saper celui des Russes, il n'y a pas de doute. Mais si c'était inoffensif, on n'aurait pas eu la mise en scène par Wagner, et on y revient, de l'assassinat, il n'y a pas d'autre mot, d'un membre de la milice qui s'était rendu. Mise en scène absolument tragique, puisque crâne écrasé à la masse, et dans la foulée, commentaire extrêmement désinvolte du parrain de la mouvance Wagner, Prigojine, avec une remarque du style « on espère qu'aucun animal n'aura été affecté par ce tournage », etc. C'était tellement désastreux comme impact que lui-même avait rétropédalé quelques jours plus tard en essayant de se défaire de ce saut d'infamie. Bon, Jean-Claude, un commentaire où on avance. Oui, mais justement, peu importe le chiffre, le seul fait que les Ukrainiens mettent cette ligne à la disposition de soldats russes qui voudraient quitter le camp de leur pays montre bien qu'ils sont prêts et qu'ils ont une stratégie qui leur permet effectivement de résister et de combattre les Russes. Et mentalement, psychologiquement, c'est important, peu importe le chiffre. Ce qui compte, c'est de voir, même quel que soit le chiffre, c'est de voir que des soldats
Russes sont prêtes à passer au camp adverse, et de se dire qu'au fond, eh bien, quoi que disent Poutine, quoi que disent ses équipes, ils sont moins sûrs dans l'armée à la base, on est moins sûr de gagner cette guerre contre finalement pour récupérer ce qu'ils appellent être une partie de la Russie. Donc la ligne politique à la base est moins claire que Poutine ne veut bien le dire.